Bonjour à tous. Voilà. Donc il y a l'art et la manière de tenir un micro de manière aussi à ce que tout le monde puisse entendre, n'est-ce pas? Merci à vous tous d'être venus et vraiment, les amis et les membres de la loge Robert Gamzon sont toujours fidèles pour la plupart d'entre eux à notre rendez-vous et je vous en remercie. En général, nous avons une tenue ouverte avec les conférenciers tous les troisièmes mardis du mois. Donc, nous avions prévu, effectivement, de faire cette tenue ouverte avec notre conférencier demain, mardi. Or, il s'avère que demain, c'est Yom HaZikaron. Donc, nous avons exceptionnellement mis cette conférence lundi. Alors, je dois dire que nous sommes excusés auprès de toutes les associations qui ont elles-mêmes des activités ce soir, et il y en a beaucoup, mais réellement, nous ne pouvions pas faire autrement. Je voudrais vous dire que, à la veille des commémorations et des réjouissances de Yom HaAtzmaut, le professeur Daniel Habert anticipe sur les thèmes de notre colloque du 17 juin 2018, dont nous vous parlerons un petit peu plus tard. Que de réalisations en 70 ans, la recréation de notre État, et ce, malgré les guerres, et un environnement qui, pour certains pays et certains groupuscules, n'ont de cesse appelé à la destruction de notre pays. Avant de passer la parole à Pierre Dreyfus, le responsable de notre commission culture, je voudrais juste vous rappeler les activités à venir, que vous en preniez bonne note et que vous soyez tous présents parmi nous. Donc la prochaine activité, c'est jeudi 10 mai. Jeudi 10 mai, c'est un vide-grenier qui se passe ici au local, sur le parvis de notre local. Bonjour. Et c'est quelque chose de très agréable. C'est une activité très agréable où tout le monde se retrouve, où tous les membres se retrouvent, où tout le monde participe. Et comme d'habitude, le but final, c'est de venir en aide à nos activités de la commission sociale et les familles en difficulté. Le mardi 15 mai, nous aurons la conférence de Madame Michèle Mazel, écrivaine. Madame Michèle Mazel est l'épouse de l'ambassadeur Zvi Mazel, que tout le monde connaît. Et elle fera un récit de son vécu pendant la guerre des 6 jours, avec multiples anecdotes et avec un talent de conteuse extraordinaire. Et je termine par notre colloque du 17 juin, dont le titre est très bizarre, mais qui a eu l'accord de tous les participants et les intervenants plutôt. Israël, les prochains 70 ans. Donc, nous nous sommes projetés dans l'avenir et je dois dire que tous les intervenants que nous avons contactés ont relevé le défi parce que c'était quelque chose de très original et qu'on n'imaginait pas, on peut dire Israël en 2038 ou 48, en 2088, c'est quand même autre chose. Donc, tout le monde s'est projeté, tout le monde a dit oui, à notre grand étonnement et satisfaction, et tout le monde sera présent. Donc, ça va être vraiment un colloque très riche, comme d'habitude, mais peut-être encore beaucoup plus riche cette année. Voilà, avant de passer la parole à Pierre Dreyfus, je voudrais vous signaler que le pot de l'amitié, comme en tenue fermée, en tenue ouverte, sera fait au premier étage. Ce pot de l'amitié est organisé par Suzanne Jama, ici présente, aidée d'une superbe équipe de volontaires. Donc voilà, donc restez bien sages jusqu'au pot de l'amitié, après la conférence et les questions-réponses. Je passe la parole à Pierrot. Nous sommes très heureux d'accueillir le professeur Daniel Habert et nous nous rendons compte que la culture mène à tout, même à l'économie, puisque ce soir, le professeur Habert va nous parler d'économie. Le professeur Daniel Habert, diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris,
de Sciences Po Paris. Si je me trompe, vous m'arrêtez. De Sciences Po Paris, docteur en sciences économiques. Daniel Habert débute comme cadre international dans de grandes entités économiques françaises et américaines. Puis il crée une société de conseil spécialisée dans l'approche des marchés d'Asie. Et enfin, depuis 18 ans, là il faut me corriger encore une fois si je me trompe, il enseigne l'économie internationale dans le Master in Business International, c'est bien ça, hein? Non, Business Administration, pardon, hein, c'est le Master in Business Administration, c'est bien ça, voilà. Dans plusieurs universités de France, d'Israël et de Chine. De fait, à l'heure actuelle, Daniel Habert enseigne actuellement à l'IDC de Herzliya pendant 2 mois, si je ne me trompe. J'ai été extrêmement étonné lorsque Daniel Habert m'a envoyé sa biographie, parce que je me suis rendu compte qu'il était l'auteur de 13 ouvrages en français, en anglais, en espagnol et en japonais. Excusez l'expression vulgaire que je vais employer, mais il faut le faire. Et tous ces ouvrages traitent de l'économie et de l'Asie en général, en particulier de la Chine, du Japon, du bassin Pacifique et d'Israël. Parce que, ne l'oublions pas, nous vivons en Asie. Nous vivons en Asie et c'est un des domaines de prédilection de Daniel Habert. Le titre de la conférence de notre ami, Les surprises de l'économie d'Israël, est aussi le titre d'un de ses derniers livres parus aux éditions L'Harmattan. Avant de donner la parole à Daniel Habert, je voudrais faire 4 petites remarques. Premièrement, faites comme moi avec votre téléphone portable. Alors, fermez-le ou mettez-le en veilleuse ou sur vibreur. Je ne sais pas trop comment ça se fait, mais rassurez-vous, après je le ferai. Après l'exposé de Daniel Habert, la salle pourra poser quelques questions. Les questions sont limitées au nombre de 5 environ, et de grâce, ne refaites pas une deuxième conférence. La conférence de Daniel Habert sera suffisamment passionnante pour que les questions que vous poserez soient aussi brèves que possible. Après tout cela, Jacqueline nous l'a dit, nous nous retrouverons un étage plus haut pour le pot de l'amitié concocté par nos épouses, qui sont aussi nos sœurs en langage du Bnei Brit. 4e et dernière remarque, Daniel Habert, je l'ai dit tout à l'heure, a écrit un grand nombre d'ouvrages. Il en a apporté quelques-uns. Ils sont à votre disposition. Vous pourrez donc les acheter après la conférence, et je pense qu'il se fera un plaisir de les dédicacer. Voilà ce que je voulais dire. Daniel Habert, vous avez la parole. Merci. Est-ce que j'ai besoin d'un micro? Oui. Bonsoir. C'est un grand bonheur d'être ici, devant une loge qui a une grande réputation, justifiée par votre présence, et j'imagine qu'il y a beaucoup d'attentes, parce que les gens que vous invitez sont souvent éminents. J'espère que je serai à la hauteur. Et en tout cas, si je m'y prends bien et que je dis beaucoup de choses sur le sujet de l'économie, vous n'aurez peut-être pas besoin de faire le colloque du 17 juin, puisque j'aurais tout dit. En fait, non, évidemment, bien sûr, mais c'est vrai que la conférence d'aujourd'hui, peut-être par hasard, mais peut-être pas, c'est une bonne introduction à ce colloque du 17 juin. Vos amis de France, le Bnei Brit France, a organisé il y a un mois à Paris un colloque
pas du tout sur les mêmes thèmes, mais sur le même sujet général de l'économie. Alors, juste un mot. Alors, le sujet, au fond, c'est quoi? C'est d'essayer de vous expliquer comment les succès économiques israéliens, qui commencent à être connus, sont en train de changer l'avenir d'Israël, la place d'Israël dans le monde. Et donc, comme c'est plutôt positif, mon propos, il sera plutôt optimiste. Et ce seront donc des paroles réconfortantes qui font du bien à tous que je vais dire. Donc, c'est déjà un succès assuré puisqu'on dit du bien d'Israël. Mais j'essaie évidemment de le démontrer. Alors, quand vous avez présenté le sujet, vous avez eu vous donnez l'impression que l'économie, c'est un sujet un petit peu compliqué et rare. Et donc, il faut juste dire un mot sur l'économie. Comme l'économie, c'est souvent enseigné et discuté par des économistes, on a l'impression que c'est difficile à comprendre. Il y en a dans la salle. Que de toute façon, les économistes, ils disent tous des choses différentes et qu'en plus, ils sont incapables de prévoir les crises. Alors donc, on n'a pas un grand intérêt pour l'économie. Pourtant, nous vivons évidemment tous dans l'économie. Le mot économie, d'ailleurs, vient du grec, comme beaucoup de mots de chez nous. Oikos, éco, ça veut dire la maison. Et donc, l'économie, c'est la gestion du foyer. Donc, vous êtes tous et toutes des économistes, parce qu'il faut que vous balanciez le budget. Vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous gagnez, ce que votre conjoint gagne. Et si vous dépensez plus, il faut emprunter. Et si vous empruntez, d'abord, ce n'est pas facile, il faut rendre. Bon, c'est la même chose pour les États. Et au fond, les choix ensuite qui sont faits sur les dépenses, est-ce que j'achète ça plutôt que cela? C'est ça les grands choix économiques. Donc l'économique, rassurez-vous, c'est simple, c'est à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs, les livres que j'écris et la façon dont j'enseigne, c'est pour montrer qu'il ne faut pas rester ésotérique et compliqué. L'économie, c'est simple, il faut rester simple, il faut employer des mots simples et il faut tout expliquer. Donc, tout ça, c'est pour vous détendre sur le terme économie. Alors, il y a eu, en 2010, donc il n'y a pas très longtemps, une espèce de coup de théâtre dont on n'est pas conscient, qui est la parution aux États-Unis et qui est venu très vite en Israël, d'un livre qui s'appelle Startup Nation. Startup Nation. J'aurais bien apporté s'il n'était pas si lourd. Startup Nation, c'est devenu le nom d'Israël. Vous avez beaucoup de journalistes, quand ils écrivent des articles d'économie, ils ne disent pas Israël, ils disent la Startup Nation. Et le président Macron, je ne sais pas si vous avez regardé hier soir son intervention. Non? Oui? Ben on pourra en discuter. Enfin, c'est pas la moitié d'un imbécile. Quand il est venu en Israël, il va revenir, parce qu'il aime ce pays, parce qu'il est lui-même un économiste et qu'il admire l'économie. Donc c'est un grand admirateur d'Israël. Il a dit, la dernière fois qu'il est venu en Israël, je veux que la France devienne la Startup Nation. C'est-à-dire qu'il est en train de nous voler notre truc, mais en même temps, c'est un hommage. C'est un hommage fabuleux. Et bon, vous êtes tous venus de France, j'imagine, ou de pas loin. Il y a des Suisses, il doit y avoir des Belges, c'est à peu près la même chose. Ça nous fait, c'est ce que disait Coluche au moins, ça nous fait quand même mal au cœur que la France, qui a été le meilleur ami d'Israël pendant les 20 premières années d'existence, d'ailleurs peut-être qu'Israël serait en très mauvaise position si nous n'avions pas la bombe atomique grâce à la France. Il ne faut jamais oublier ça quand on critique la France. Sans la France, les 20 premières années auraient été très difficiles, et la suite aussi. Et ça serait bien si un jour la France se réconciliait, et si nous réconcilions avec la France, parce que c'est un peu fatigant toujours d'être obligé de défendre la France et de dire oui, c'est pas vrai, etc. C'est quand même. Or, les possibilités de réconcilier la France et Israël sont fortes à partir de l'économie. Arrivent aujourd'hui en Israël beaucoup de firmes françaises, pas dirigées par des juifs, des gens normaux, qui viennent ici parce qu'ils ont justement, en 2010, eu la révélation, ce coup de tonnerre, de ce livre qui disait quoi? Il disait Israël, c'est une star de l'économie mondiale. Alors on ne savait pas. D'ailleurs, on ne savait même pas qu'on faisait de l'économie en Israël, parce que quand vous lisiez les journaux, on ne parlait jamais d'économie à propos d'Israël. On parlait de guerre, de paix, de terrorisme, de Palestiniens et d'Iraniens, mais on ne parlait jamais d'économie. Alors que les journaux ne parlaient que d'économie sur la Chine, le Japon, les grands succès, etc. Nous, on n'en parlait jamais. Et tout d'un coup, on découvre, il y a 7-8 ans, que nous sommes une star de l'économie mondiale,
Nous sommes probablement la nation la plus créative en matière de haute technologie. Or, la haute technologie, c'est l'essence même du XXIe siècle. Tout va se jouer sur la créativité, l'innovation technologique, tout. Les usines ne sont plus importantes. Aujourd'hui, la plupart des usines sont en Chine, ou au Vietnam, ou en Indonésie. Il en reste un peu partout. Mais l'essentiel est là-bas. Et même les Chinois sont déjà en train de les transférer en Afrique. Les Chinois, par exemple, délocalisent leur industrie textile, parce que la main-d'œuvre chinoise commence à être chère. Et la délocalisent, par exemple, en Éthiopie, pays de 100 millions d'habitants, reine de Saba, longtemps ami d'Israël. Voilà, ça c'est le monde qui bouge. Et dans ce monde qui bouge, c'est la créativité qui joue, l'essentiel du succès, qui assure l'essentiel. Et tout d'un coup, on nous révèle qu'Israël, c'est la star mondiale. Le seul concurrent à la haute technologie d'Israël, c'est les Américains. Mais c'est bien avant les Français, bien avant les Allemands, bien avant les Anglais. Coup de tonnerre. Et c'est l'année 2010 où j'arrive en Israël à nouveau, parce que je viens tout le temps voir ma famille, mes amis, mais on m'a invité à enseigner dans 2 universités, à Ben Troumi, IDC, qui veut dire le centre interdisciplinaire, qui est une université à Herzliya, et l'autre à l'université de Haïfa. Et on me demande d'enseigner l'Asie. Pourquoi l'Asie ? Pourquoi expliquer à des étudiants israéliens de MBA, c'est-à-dire des gens qui ont déjà entre 28 et 30 ans, qui travaillent déjà, qui ont déjà fait leur service militaire, qui sont des gens, des mensch, qui sont des gens extraordinaires parce qu'ils ont envie d'apprendre. Donc c'est très agréable pour un professeur d'enseigner à des élèves matures parce qu'ils ont besoin de ça pour... Et je leur apprends ce que c'est la Chine, ce que c'est que le Japon, ce que c'est que la Corée du Sud, où c'est quoi, et comment travailler avec eux. Et tout ça est venu de ce livre. Parce que tout d'un coup, ce livre qui a été traduit dans toutes les langues, alors l'humour juif, toujours présent, dit c'est le 2e livre le plus important, excusez-moi monsieur le rabbin, après la Torah. Et mon propos va être de vous démontrer que c'est presque vrai. C'est 2e quand même, hein, c'est pas 1er. Parce que ce livre dit, puisqu'Israël est un pays performant sur le plan technologique, tout d'un coup, tous les pays du monde, surtout les pays émergents, nouveaux comme la Chine ou l'Inde, qui veulent prendre une place importante dans le monde, se disent, si on veut rattraper les Américains et les Européens, on n'a qu'une chose à faire, c'est rattraper notre retard scientifique et technologique. Alors on a nos propres moyens, on a nos propres cerveaux, notre argent, on a tout, mais s'il y a des gens plus forts que nous dans le monde, essayons de les utiliser aussi pour rattraper notre retard. Alors ils vont aux États-Unis, pour commencer, qui est le pays que tout le monde connaît comme le numéro 1 mondial de la science et de la technologie. Mais très vite, les Américains se méfient. C'est quoi tous ces Chinois qui viennent nous prendre nos technologies, d'autant qu'une partie des technologies peuvent être utilisées pour la guerre. Et donc les Américains commencent à regarder les Chinois comme des ennemis potentiels, même si ce n'est pas pour tout de suite et même si ce n'est pas du tout assuré. Et donc tout à coup, les Chinois se disent où ailleurs puis-je aller qu'aux États-Unis pour trouver les meilleures technologies du monde. Et tout à coup, ils découvrent Israël grâce à ce livre écrit par des Américains. Et ils viennent en masse. Il y a eu l'année dernière plus de 400 missions d'investisseurs chinois, c'est-à-dire des gens qui viennent avec de l'argent, qui dirigent des entreprises et qui viennent voir ce que c'est que ce pays dont on a beaucoup parlé. Eux, les Chinois, les Japonais, les Coréens, aucun préjugé antisémite, aucun préjugé antisémitique, je dirais même au contraire. Les Chinois, les Indiens et mon ami Shalom Wald, qui nous a fait le plaisir de vous joindre, qui habite ici à Jérusalem et qui est un grand économiste et qui travaille dans un institut que vous connaissez peut-être, je ne sais pas comment on dit en anglais, mais en français je le dis, l'Institut du peuple juif, Institute of Policy Planning of Jewish People Policy Planning Institute, JPPI. Donc il travaille là, c'est dans les locaux de l'Université de Jérusalem en bas, c'est à Givat Ram, c'est ça ? Givat Ram. Et qui a écrit 2 livres, en hébreu, en chinois, en anglais, dans toutes les langues, sur les relations très spécifiques entre Israël et la Chine, et entre Israël et l'Inde, où il montre que ces relations sont très anciennes. Je vais y revenir. Donc, dans cette introduction un peu longue, l'économie, c'est facile.
J'espère que vous avez tout compris ce que j'ai dit jusqu'ici, donc, et on parle que d'économie. Et donc j'aborde, si vous voulez, la question de qu'est-ce qui est dit dans ce livre et qu'est-ce qui m'a déclenché l'idée d'écrire ce livre-là. C'est celui que j'ai apporté, qui s'appelle « Les surprises de l'économie d'Israël ». Quand j'arrive en 2010 pour enseigner, je tombe sur ce livre, les Startup Nation. Je suis un des premiers lecteurs parce que dès que j'entends ça, je dis là, il se passe quelque chose. En anglais, je le lis et je dis oui. Voilà, ça, j'arrive dans un pays qui est un pays formidable. Je savais que c'était un pays extraordinaire. Je ne savais pas à quel point c'était extraordinaire. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose. En dehors d'enseigner, qui est toujours une bonne action, une bonne mitzvah, il faut que je fasse de... Et je commence à aller voir tous mes amis du Japon, de Corée et de Chine, parce qu'au cours de mes années qu'a écrit M. Dreyfus, Pierre, je me suis constitué des réseaux de Chinois, de Japonais, de Coréens importants, et je leur dis Israël. Ils disent ça nous intéresse. Et je les fais venir. Et ils arrivent, 10, 15, avec quelques milliards en poche, montrez-nous un peu Israël, les centres de recherche, etc. Ils adorent. Ça ne n'étonne personne. Tous ceux qui viennent en Israël, au bout de 48 heures, ils disent mais qu'est-ce qu'on nous raconte? Et eux aussi. Et ils me disent, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu l'économie d'Israël? Alors je dis, pas de problème, je vais sur Internet et je cherche le livre qui va m'expliquer l'économie d'Israël. Il n'y en a pas. Parce que le livre Startup Nation n'explique qu'une fraction de l'économie, c'est la partie haute technologie. C'est moins de 10% des emplois, c'est 15% de la production israélienne, c'est peut-être 25 ou 30% des exportations et de la richesse, mais ce n'est pas tout. Il y a les kibbutzim, il y a l'agriculture, il y a pardon ? 50% de l'exportation. Peut-être 50%, non, parce qu'on n'exporte pas les produits technologiques, on vend des licences, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte l'essentiel des revenus israéliens. Parce qu'on ne fabrique pas toujours les produits qu'on invente, parce qu'on est un petit marché, parce qu'on n'a pas toujours envie, quand on est un créateur, de devenir un industriel. Ce n'est pas le même métier. Donc on vend son invention à des industriels. Je vous donnerai un exemple révélateur plus tard. Donc, je me dis, ce livre n'existait pas, celui que je cherche, donc je vais l'écrire. Et je suis allé voir un monsieur que vous connaissez peut-être, Dan Katarivas. Vous avez peut-être connu son père, David. Alors lui, il parle aussi français. C'est pas un journaliste comme son père. Quand on a été un journaliste aussi fameux que David, on devient extrêmement complexé. Il n'a pas écrit une ligne de ce livre parce qu'il n'ose pas écrire, parce que son père était trop brillant. Alors lui est devenu un très haut fonctionnaire au ministère de l'économie d'Israël, et surtout il a été le premier représentant d'Israël commercial à Pékin, quand Israël et la Chine ont établi des relations diplomatiques très tard, en 1992. Pendant toutes les années précédentes, Mao puis ses successeurs ont dit Israël, impérialiste, petit Satan à côté du grand Satan. Et tous mes amis chinois de notre génération se souviennent que quand ils étaient jeunes, ils traversaient les rues de Pékin, de Shanghai et d'ailleurs avec le petit livre rouge en disant « À mort Israël ». Et ils viennent ici et ça devient nos meilleurs amis. Alors lui, David Katarivas, il est là-bas, il fait du bon travail pour Israël, parce qu'il y a énormément d'entreprises, je les vois tout le temps, parce que j'emmène mes étudiants, à l'issue des cours, faire un voyage d'études en Chine, et on va rencontrer évidemment des Chinois, mais aussi des Israéliens qui sont là-bas depuis 10, 15, 20 ans, et qui leur disent, voilà comment c'est de travailler en Chine. C'est bien, il y a du potentiel, mais qu'est-ce que c'est dur? Parce qu'ils ne pensent pas comme nous, ils disent oui, ça veut dire non. Bon, alors ils sont là pour leur expliquer. Donc Dan Katarivas, il fait du bon boulot, il installe des centaines d'entreprises israéliennes en Chine, et puis il rentre et on lui offre un bon boulot. Il est devenu le directeur national du patronat. C'est l'ensemble des industriels israéliens ont un directeur, et puis ils ont un directeur international. Donc David Katarivas, il connaît tout le monde. Alors je vais le voir, il y a 4 ans, et je lui dis, je veux écrire un bouquin simple qui explique tout sur l'économie d'Israël, pas seulement la high-tech, tout, en quelques mots, que je puisse l'expliquer aux Chinois qui viennent, et que ceux qui ont envie puissent le lire. Et il me dit, je vais t'aider à te présenter tous les entrepreneurs israéliens, tous les hauts fonctionnaires, tous les hommes politiques qui ont fait Israël, qui ont fait l'économie d'Israël, et qui sont encore vivants, parce que 70 ans, c'est jeune.
La plupart sont encore vivants. Par exemple, Mickey Strauss, les yaourts Danone, est toujours là. Il a 87 ans, sa petite sœur en a 70, et sa fille, sa jeune fille qui a 60 ans, elle a pris les rênes du... Vous voyez, on a toutes ces générations, comme Ozem est toujours là, le patron d'Ozem, son nom me reviendra, est d'origine tchèque. Et donc ces gens-là, je les rencontre. J'ai passé 2 ans à aller les voir et les interviewer. Et c'est très intéressant parce qu'ils me disaient au téléphone, j'ai pas le temps de vous voir, on est très occupés, je vous donne 20 minutes ou 25 minutes. Ils restaient toute la matinée. Parce que les gens adorent parler d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont fait. Donc j'ai eu une matière extrêmement riche, des tonnes de documents. Et à partir de là, j'ai essayé d'écrire un livre clair, simple, qui raconte ça. Qu'est-ce que dit ce livre? En 3 mots. Pour ceux qui ne veulent pas l'acheter, comme ça, vous n'êtes pas obligés. Premièrement, que tout est high-tech. Tout est high-tech. Parce qu'on distingue souvent la high-tech du reste, mais quand vous regardez bien, par exemple, l'activité humaine la moins high-tech apparemment, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est probablement l'activité aujourd'hui qui est la plus high-tech en Israël. Tout le monde connaît l'Institut Weizmann. Mais il y a un institut qui est l'Institut Weizmann de l'agriculture. Vous connaissez? C'est le centre Volcani, qui est à Bet Dagan, c'est la banlieue de Rishon LeZion. C'est énorme. Et alors, cette histoire est très drôle parce que Volcani, c'est le nom d'un ingénieur juif, évidemment allemand, qui était ingénieur agronome. Et quand il est venu dans les débuts du XXe siècle, il a lancé cette école d'agriculture qui est devenue aujourd'hui un des centres mondiaux de la technologie agricole de demain. C'est-à-dire comment faire des petites tomates sucrées avec de l'eau salée, etc., etc. Comment faire irriguer alors qu'on n'a pas d'eau, et puis surtout, comment faire des produits qui vont devenir mûrs au moment où les marchés d'exportation sont au plus haut prix. Alors on met des caméras cachées sous les racines, on met de l'eau et des engrais, et on dit on veut les avoir sur le marché au mois de mai, et à partir du mois d'avril, on commence à contrôler l'eau et les engrais pour qu'au dernier moment, ils soient mûrs. On les envoie dans des emballages très spéciaux pour qu'ils restent en bonne forme et ils arrivent sur les marchés où ils ont le maximum de valeur. Tout ça, c'est la technologie de demain. Les vraies technologies, c'est comment manger sans être malade, c'est-à-dire pas d'un côté manger n'importe quoi et ensuite se soigner, mais manger non seulement de la bio et des maladies, mais manger quasiment bon et des choses qui vous soignent en même temps. Tout ça, c'est l'agriculture demain. Et tout ça, c'est au centre Volcani. Et on vient du monde entier pour le voir. Du monde entier. Donc la première chose qu'il y a dans ce livre, c'est d'expliquer que tout est technologique. Je rencontre le président peut-être l'homme le plus riche d'Israël. Il s'appelle Steph Wertheimer. 92 ans, il me dit, moi la technologie je connais parce que c'est grâce à ça que j'entends, que je vois, que je peux parler, parce qu'il est... Mais c'est un homme costaud, mais il a eu un accident de voiture, donc ses fils gèrent l'entreprise depuis longtemps. L'entreprise s'appelle Iscar, Israël Carbone quelque chose. Elle a été vendue il y a quelques années à l'homme qui est le plus grand investisseur, le vrai gourou de l'investissement de tout le monde entier. C'est un Américain qui s'appelle Warren Buffett. C'est le copain de Bill Gates. Quand il se parle, il dit « T'as combien de centaines de milliards ?» Alors 500, moi j'en ai que 450. Et tous les deux ont donné 90% de leur fortune dans des fondations. Et Warren Buffett a dit, il y a 40 ans, quand il investissait, « Je n'investirai jamais en dehors des États-Unis. Et jamais dans la high-tech. J'ai investi dans Coca-Cola, dans Esso, dans des choses comme ça, traditionnelles, parce que je sais où je vais. » Eh bien, la seule fois où il a acheté quelque chose en dehors d'Israël, en dehors des États-Unis, c'est en Israël, Iscar. Il a payé 4,5 milliards de dollars ou d'euros. Et il a gardé toute la famille Wertheimer au pouvoir en disant, moi, c'est à moi maintenant, mais c'est vous qui savez la faire tourner. Je vais vous donner de l'argent en plus pour la faire tourner encore mieux, pour vendre ça dans le monde entier. Voilà le premier sujet. Tout est haute technologie, évidemment, les banques, l'assurance, qui étaient les cartes de crédit, etc. Vous voyez combien la haute technologie vient ça. Le deuxième grand sujet du livre, c'est comment Israël est passé du socialisme au capitalisme. Parce que c'est ça qui s'est passé. Le socialisme, c'était le socialisme des débuts, c'est Ben Gourion. Il arrive en 1948,
on se sauve des Arabes, on crée un pays. Et l'objectif, ce n'est pas de produire le plus possible, c'est de faire un pays. C'est de faire un pays avec tous les immigrants qui parlent toutes les langues du monde entier. Alors on va choisir une forme d'économie qui est une forme qui est inclusive, où tout le monde a sa chance. Alors on ne va pas croître très vite, mais tout le monde va coller au peloton. On va avoir une société relativement égalitaire, au moins sur le papier, etc. Donc le socialisme est une réponse adaptée à des sociétés, à des pays qui viennent de naître, où la croissance maximale n'est pas l'objectif essentiel, c'est unifier le pays. Et donc, pendant 30 ans, Israël va avoir ou 20 ans, 25 ans, va avoir une croissance faible, mais tout le monde va avoir un peu de quoi. Et très vite, ça change, parce que les Israéliens, ils ont de la famille en France. Et je ne sais pas si c'est dans vos souvenirs, mais quand on venait en Israël il y a 30 ou 40 ans, on venait avec du chocolat, on venait avec du café, on venait avec des vêtements. Maintenant, c'est le contraire. On repart tout ça. Donc, les Israéliens, au bout de 25-30 ans, disent on a beaucoup travaillé, on voudrait avoir maintenant des voitures, des téléviseurs, de l'air conditionné, etc. Alors on dit oui, mais avec le socialisme, on n'y arrive pas, parce que c'est 3% de croissance. Comme il y a 3% de croissance démographique, on reste toujours au même niveau assez bas. Si vous voulez vraiment développer le pays, il faut trouver une autre forme un autre modèle économique, c'est le capitalisme. Alors là, on va avoir des taux de croissance très faibles. Je donne l'exemple à mes étudiants de deux pays qui sont nés en même temps qu'Israël. Israël, c'est 48. Un an avant, c'est l'Inde. Et un an après, c'est la Chine. Alors quand on dit qu'ils sont nés, c'est comme Israël, ils existaient avant, c'est une renaissance. Mais bon, c'est des pays neufs. Et Nehru en Inde et Mao en Chine, ils ont exactement le même problème que Ben Gourion. On se trouve à la tête d'un pays, l'Inde, 50 ans ou 70 ans d'occupation anglaise, la Chine, l'humiliation pendant 100 ans par les Français, les Anglais, les Américains, les Japonais, donc des pays morts. Il faut y aller. Et pour redresser l'économie, pour créer une vraie économie, ils adoptent tous les trois formes très différentes de socialisme, parce qu'on ne va pas comparer les communes populaires de Chine avec les kibbutz, parce que dans les kibbutz, on peut entrer et sortir librement. Dans une commune populaire, vous êtes obligé d'entrer, vous êtes obligé de rester. Mais à part ces différences réelles, c'est trois systèmes socialistes. Et les trois pays, à peu près au même moment, vont constater que ça ne fonctionne pas. Alors je suis désolé pour ceux qui sont restés socialistes, mais on peut le rester de cœur. Mais l'économie, ça fonctionne en créant des richesses. Et il se trouve que l'économie capitaliste produit beaucoup plus de richesses et beaucoup plus d'inégalités. Donc il faut résoudre le problème de l'inégalité, mais produit beaucoup plus de richesses. Les premiers à être passés du socialisme au capitalisme, ce n'est pas Israël, c'est les Chinois. En 1978, Deng Xiaoping arrive au pouvoir et il dit « si je ne change pas de modèle, on est foutu ». C'est-à-dire le Parti communiste sera foutu. Il y aura une révolution à l'envers. Donc, je change de système, je garde le parti. Je n'appelle pas ça du capitalisme, j'appelle ça le socialisme aux couleurs chinoises, qui veut dire capitalisme, mais le mot socialiste est resté. Et il transforme le pays de pays pauvre en deuxième puissance économique, demain première. Ça, c'est la réalité économique. Alors on peut aimer, pas aimer, les mots, la réalité du capitalisme. Lui, il a introduit le capitalisme en Chine et ça a marché. C'était 10-12% de croissance par an et non plus 1 ou 2. En même temps, il a introduit la politique de l'enfant unique. Donc il y avait moins de gens à se partager un gâteau qui grandissait vite. Ils sont devenus très vite. Chaque Chinois a compris que ça marchait et donc ils adhèrent tous au système actuel chinois, tous. Xi Jinping, là, il est un patron dictatorial, mais les Chinois, mes élèves chinois, quand je leur dis vous ne voudriez pas être démocrate comme nous, ils disent bien sûr. Et comment? C'est vachement bien la démocratie. Et ils savent tous vous expliquer ce que c'est que la démocratie. Ils viennent au tableau, ils ont tout compris. Ils disent c'est ça qu'on voudrait, mais pas tout de suite. Pour l'instant, il faut travailler, il faut produire. Et le système qu'on a, c'est le moins mauvais parce que les autres, ça serait l'anarchie à nouveau. Et les Indiens, 10 ans après Israël, se mettent à l'économie capitaliste. Et aujourd'hui, on a un leader qui s'appelle M. Modi, qui est un vrai libéral à la fois en économie et en politique, et qui est devenu le meilleur ami d'Israël, le meilleur ami de Bibi. Vous l'avez vu ici en juin. Bibi est allé lui rendre la visite au mois de mars. Et avec les Chinois, c'est pareil.
Donc ça, c'est le deuxième point que traite mon livre, c'est comment on passe du socialisme au capitalisme avec l'accord des partis politiques. Parce que bien sûr, en 1977, Begin prend le pouvoir, donc on a un premier déclic. On passe d'un système socialiste à une autre forme de politique. Mais ensuite, la gauche qui revient au pouvoir et la droite se mettent d'accord pour passer à un système qui n'est plus celui où la Histadrut est propriétaire de toutes les usines, parce que ça ne fonctionne pas, et où on privatise et où on encourage l'initiative privée. Et on a aujourd'hui Israël, qui fait partie des 35 pays les plus importants du monde, qui sont dans une association qui s'appelle l'OCDE, qui est à Paris, dont le docteur Walt, mon ami qui est présent ici, a été un des économistes, et qui écrivait, donc, j'imagine, aussi sur Israël, entre autres. Et donc Israël fait partie des 35, sur 200 pays, on fait partie des 35 les plus évolués. Et à l'intérieur des 35, on n'est pas le dernier, on doit être à peu près au milieu, donc on doit être parmi les 15-20 premiers pays du monde, alors qu'on n'a que 70 ans, et qu'on n'a pas de ressources, et qu'on est obligé de faire la guerre avec des ennemis féroces. Donc c'est un exploit extraordinaire. On parle du miracle économique japonais et chinois. Moi, j'ai voulu parler du miracle économique israélien qu'on ne connaissait pas. La troisième idée que je développe dans le livre, c'est justement cette prise en compte du politique, alors que la France fait tous ses échanges avec ses voisins, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Espagne. C'est là qu'on fait... C'est tout à fait normal pour un pays de travailler avec ses voisins. Ben nous, non. D'abord parce qu'ils ne veulent pas. Parce que même les pays qui ont fait la paix avec Israël, l'Égypte et la Jordanie, il n'y a pas la paix du cœur. Hein. Il y a la paix sur le papier, il y a la paix militaire, c'est déjà beaucoup. Mais les Israéliens ne sont pas bienvenus dans ces pays-là. Et puis, même s'ils voulaient faire du commerce avec nous, n'importe quoi, ils n'ont pas grand-chose à ouvrir. Ce sont des pays pauvres, retardés. Or, on ne fait du business qu'avec des pays aussi développés que vous, voire plus. France, Allemagne, deux pays riches, alors on s'échange beaucoup. Pays pauvres, ils n'ont pas grand-chose à nous vendre, donc on ne peut rien leur acheter. Donc tout ça pour dire qu'Israël est comme une île, comme le Japon, comme l'Angleterre, une île entourée de rien. Et donc il faut faire du commerce très loin. Alors pendant un grand nombre d'années, on a fait du commerce avec l'Europe, puis avec les États-Unis, et maintenant, avec l'apparition de ce livre qui a révélé au monde, y compris aux Israéliens d'ailleurs, qui ne savaient pas, d'ailleurs vous ne le saviez peut-être pas non plus, on l'a tous appris il y a quelque temps, tout d'un coup, toute une partie du monde que nous ignorions et qui nous ignorait, toute l'Asie, c'est-à-dire la moitié de la population du monde, et aujourd'hui la moitié de la richesse du monde, parce qu'ils nous ont rattrapés, s'intéresse à Israël. Alors ça, c'est un changement majeur. Alors ça, c'est une bonne introduction pour passer à la deuxième partie de mon propos. Ces succès économiques qui ne sont pas seulement de la high-tech, qui sont dans tous les domaines, y compris du commerce et des services, tous ces succès, qu'est-ce que ça apporte à Israël? Et là, on s'aperçoit que l'économie, c'est essentiel. C'est plus important que tout le reste. Regardez la Chine. La Chine, quand elle était pauvre, on ne l'entendait pas sur le plan politique ou géopolitique. Elle n'avait rien à dire. Mais maintenant qu'elle est riche, qu'elle est puissante, que chez elle, il y a 20% des usines du monde, elle commence à parler haut et fort. On l'entend. La Russie, c'est un peu l'inverse. Bon, ils ont la puissance militaire encore. C'est tout ce qui leur reste. Et le pétrole. Donc la Russie apparaît aujourd'hui comme une grande puissance. Mais c'est une puissance faible. En dehors du pétrole, dont le prix baisse, a beaucoup baissé, on est à 50-60 $, il était à 150, donc les revenus de la Russie se sont écroulés. Ils n'ont pas, comme la Chine, créé une industrie globale où on produit du textile, des brosses à dents, des voitures. Il n'y a rien. Les Russes sont obligés de vendre du pétrole aux Chinois pour avoir des brosses à dents, des voitures, de quoi s'habiller, etc. Donc c'est un pays, au fond, qui est un pays pétrolier. Ce n'est pas plus que l'Arabie saoudite. Et en plus, la population est en décroissance, et la vodka n'a pas aidé. C'est un peuple dont l'économie va très mal. Et donc, quand on regarde quelles sont les grandes puissances mondiales, oui, il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a le Japon, il y a l'Allemagne, la France, mais la Russie, c'est une puissance, un colosse au pied d'argile, n'a que la puissance militaire. Prenez deux pays comme le Japon et l'Allemagne,
ce sont des pays qui ont été vaincus au moment de la Deuxième Guerre mondiale, complètement ratissés, c'est-à-dire que tout a été écrasé sous les bombes. 20 ans après, ils se reconstruisent parce qu'on leur interdit d'avoir une armée, on leur interdit d'investir dans le militaire, c'est dans la Constitution, et c'est surveillé. Alors, comme ils n'ont pas de frais, comme la défense, ce qui est le cas d'Israël, ben, ils mettent tout le paquet de leur investissement dans l'industrie. Et aujourd'hui, le Japon et l'Allemagne, c'est des puissances non militaires, mais qui comptent. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle de l'influence. Quand l'Allemagne parle, pendant longtemps, avant que Macron n'apparaisse, c'était Merkel le leader de l'Europe. Et vous voyez, ça vient de changer sous nos yeux. Elle s'est affaiblie politiquement, l'Allemagne commence à avoir des difficultés économiques, Macron arrive, c'est une sorte de vedette, une star européenne, il donne l'impression que ça va aller mieux, et ça va un peu mieux d'ailleurs, c'est vrai. Donc du coup, il y a un tournant, c'est sur la base économique. Et Macron ne deviendra le leader de l'Europe, et la France ne parlera au monde de façon forte que s'il réussit son pari économique. C'est-à-dire s'il réforme la SNCF, les retraites, c'est-à-dire que si toutes les réformes structurelles, économiques, réussissent en France, il pourra parler politique. Donc l'économie, ce n'est pas accessoire, ce n'est pas compliqué, c'est le cœur même de la puissance des nations. Donc ça, il faut bien le retenir. Premier impact pour Israël de tout ce que je viens de dire, et il est essentiel. De quoi souffrons-nous tous, nous, juifs français, juifs, israéliens? D'une mauvaise image d'Israël. Ça nous fait pleurer, quoi. Quand on voit les titres des journaux, quand on voit ce qu'on raconte sur nous, c'est abominable. Et c'est lié à les confrontations qu'on a sur le plan politique et géopolitique. C'est ça le problème. Mais si vous contournez le problème politique, on dit, bon, le problème politique, on le laisse aux politiciens, on ne changera jamais la position des médias français sur le conflit, il n'y a qu'à regarder ce qu'ils écrivent sur Gaza, c'est-à-dire n'importe quoi, mais c'était prévisible, on pouvait écrire leur titre à leur place. Donc on sait ça, on va contourner le problème, on va parler d'économie. Et ça marche. Tout d'un coup, Israël a une bonne image. Elle a une bonne image, vous l'avez dit, en Asie, ce qui fait venir des investisseurs chinois, japonais, coréens, indiens, etc. Ça va changer Israël, et je vais vous en parler. Mais ça fait revenir les Européens qui disaient, bon, on sait bien que l'Europe, ce n'est pas un allié politique d'Israël, mais c'est le premier marché pour Israël. C'est là que nous vendons la plupart de nos produits, agricoles et non agricoles. L'Europe, elle a des coopérations sur le plan scientifique et culturel. Elle ne peut pas se passer d'Israël. Et donc Israël est invité à coopérer avec l'Europe sur le plan scientifique. Donc on arrive à raccrocher le wagon israélien au train européen, et l'Europe, c'est aux origines d'Israël, grâce à l'économie, grâce à la science et grâce à la technologie. Et quant aux Américains, ce qui se passe, et ça c'est très important, pendant longtemps, les Américains ont regardé Israël comme un allié stratégique, donc donner de l'argent pour des armes. Parallèlement, les Juifs américains, donc l'État américain donnait X milliards, 2-3 milliards chaque année, continue à le donner d'ailleurs à Israël pour acheter des armes américaines. Mais parallèlement, les donateurs juifs américains donnaient de l'argent à Israël. Bon, ça c'est bien. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, les capitalistes américains viennent en Israël pour gagner de l'argent, pour investir dans la haute technologie, et donc tous les fonds d'investissement, ce qu'on appelle le capital risque, où on met de l'argent dans des entreprises dont on espère qu'elle va devenir extraordinaire, on n'est pas sûr, donc il y a du risque énorme. Eh bien, ce sont les fonds américains qui sont venus par centaines de milliards s'ajouter à l'argent israélien, qui est quand même pas le plus abondant, et c'est grâce aux capitaux américains que cette haute technologie israélienne a pu se développer. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas les Américains qui faisaient l'esprit créatif israélien, mais qui permettaient de transformer les inventions du laboratoire pour les amener sur les usines et les marchés. C'est grâce aux Américains. Donc vous avez et pour l'Europe, c'est pareil. Vous avez des fonds européens d'investissement qui viennent investir en Israël pour gagner de l'argent. Ça, c'est le grand changement. Donc vous avez aujourd'hui un changement d'image d'Israël. Quand vous parlez d'Israël aujourd'hui, beaucoup de gens vous disent « mais c'est formidable Israël » et ils vous parlent d'économie. Et quand Macron... Vous savez qu'aujourd'hui, cette année, c'est l'année croisée France-Israël. Mais on va parler de ce qui ne fâche pas. La politique, le Quai d'Orsay, on sait,
Ça ne va pas changer demain matin. Mais prenons ce qu'on peut prendre. Si Macron vient et dit « Israël est un pays formidable sur le plan technologique, on adore, il faut coopérer », prenons-le. Soyons pas fine-gueule. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'investisseurs français, juifs et non-juifs, qui viennent travailler en Israël parce que c'est bon. Jusqu'ici, vous aviez très peu d'entreprises européennes qui investissaient ici, qui venaient ici. Il y avait Veolia, quelques voitures, mais c'était un pays négligé. Aujourd'hui, ils reviennent sur la base de la haute technologie. Donc l'image d'Israël aujourd'hui, qui est quand même notre souci numéro un, elle est déjà transformée par cette vision purement économique d'Israël, et elle va continuer à se développer, et elle peut enclencher un mouvement positif politique. Et je vous donne un exemple, en passant maintenant à l'autre côté du monde, qui est l'Asie. Les Chinois, les Indiens, les Japonais, les Coréens viennent ici, et les Chinois viennent en disant « Nous, ce qui nous intéresse en Israël, c'est l'économie, c'est la technologie, on vient pour ça. » Ils sont honnêtes. Et ils disent « On sépare bien l'économie et le politique. Le politique, nous, on a une stratégie politique chinoise qui est nos meilleurs amis en Moyen-Orient, c'est l'Iran. Et on ne va pas changer. Alors on sait pourquoi. Le pétrole, c'est un grand pays, c'est une grande civilisation que les Chinois ont connue dans toute l'histoire. Il y a eu des contacts entre les Perses et les Chinois. Donc si vous voulez, pour eux, qui ont une vision à très long terme pour les Chinois, c'est un pays sur lequel on peut s'appuyer. Tout le reste du Moyen-Orient, c'est rien, c'est du vent, c'est du sable, sauf Israël. Ça, pour eux, c'est solide, parce que c'est une vraie civilisation, aussi ancienne que la chinoise, si on la lie au judaïsme. Ça fonctionne, c'est un vrai État, c'est un vrai pays. Et quand ils viennent, ils disent, du point de vue infrastructure, organisation de la société, c'est mieux que chez nous. C'est aussi bien qu'aux États-Unis, voire mieux, et aussi bien qu'en Europe. Donc, cette séparation qu'ils ont entre l'économie et le politique, elle est là. Mais quelle est l'évolution qu'on peut prévoir ? On la voit déjà. Au début, les Chinois, les Indiens disaient on vient pour acheter des technologies. Alors on vend une technologie, 10 millions, 100 millions, 1 milliard. La dernière technologie que les Israéliens ont vendue, c'est 14 milliards. Pas des Chinois, un Américain, je vous en reparlerai tout à l'heure si vous voulez. Hein, c'est à Intel, et c'est Mobileye, c'est-à-dire la technologie qui est le cœur de ce qu'on appelle la voiture autonome. Ce n'est pas aux Chinois, c'est aux Américains. Et d'ailleurs, c'est les Américains qui avaient déjà acheté pour 1,5 milliard Waze, le GPS. Bon. Donc on voit bien que c'est la technologie qui attire. Et puis très vite, on voit que chaque fois que Bibi est allé soit au Chine, soit en Inde, il est revenu avec quoi ? Avec des accords de coopération à long terme sur l'agriculture, l'irrigation, le traitement des déchets, le recyclage des eaux usées, l'écologie, l'environnement, la santé, l'éducation. Ce n'est pas la haute technologie, c'est les besoins fondamentaux d'un pays. Et vous avez l'Inde et la Chine, chacun, ils ont plus d'1 milliard, au total 3 milliards d'habitants. C'est-à-dire 40% de la population mondiale, c'est 2 pays. Alors en rigolant, on dit toujours, Inde plus Chine plus Israël, on forme une grande partie du monde. Et il y a un peu de vrai dans ça. Parce que nous qui sommes un petit pays, avoir comme base éventuellement industrielle et de marché des grands pays comme ça, c'est extraordinaire. Ça change l'avenir d'Israël. Donc ils viennent. On parle technologie, on retourne et on parle de coopération à long terme. 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va travailler ensemble, coopérer. Dans la recherche, dans le développement de solutions agricoles, on va vous envoyer des techniciens, vous allez vous envoyer des étudiants. On ne parle plus seulement d'acheter et de vendre, c'est plus du trafic. C'est de la relation à long terme, c'est de la relation humaine, c'est-à-dire c'est des dizaines et des dizaines d'Indiens et de Chinois qui vont venir en Israël, travailler, rester, c'est des dizaines et des centaines d'Israéliens qui vont aller dans ces pays-là, et vous voyez bien que ça, on a déjà dépassé le simple commerce. On est déjà dans la coopération, et quand vous regardez, comme je le fais, puisqu'on les voit passer, je travaille avec eux, la relation humaine entre les Indiens, les Chinois et les Israéliens, elle est extraordinaire. Les Chinois, quand ils sont assis avec nous, ils disent « on se sent chez nous ».
Quand vous nous parlez des valeurs juives, l'éducation, la transmission, l'honnêteté, etc., c'est exactement comme chez nous en Chine. D'ailleurs, les jésuites, quand ils allaient en Chine pour christianiser, ils disaient Bouddha et Jésus, on peut trouver des passerelles, etc. Donc, ils se retrouvent chez nous, des gens simples, comme eux, qui aimons bien boire et manger, qui aimons bien que nos enfants soient intelligents et fassent les meilleures études, c'est pareil. Alors, on se parle de nos enfants, et alors il dit c'est pareil. Alors, vous voyez, on passe du commerce à de la coopération, et puis à de l'amitié personnelle. Alors, est-ce que tout ça peut vraiment nous laisser indifférents et faire que, finalement, jamais la Chine prendra un intérêt politique sur Israël? Réfléchissez au fait suivant. Les Chinois investissent ici. C'est-à-dire que beaucoup de produits, beaucoup d'usines et beaucoup ils viennent de racheter Tnuva. Les Chinois ont acheté Tnuva. Ex-Histadrut, qui avait été vendu à un fonds anglais. Bon, donc, les Chinois le prennent. Ils ne sont pas partis avec l'usine Tnuva sous les bras. Elle est là. C'est au contraire. Ils mettent de l'argent pour qu'elle se développe. Ils apprennent à travailler à l'israélienne, c'est-à-dire proprement, et tout à coup, ils sont propriétaires. Non, parce qu'il y a eu des scandales en Chine sur le lait frelaté, etc. Bon, en France, c'est arrivé aussi. Donc, personne n'est à l'abri, peut-être même pas de Tnuva. Mais bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Chinois, ils sont propriétaires de Tnuva, ils sont propriétaires de Harava, les produits cosmétiques. Mais ils ne sont pas partis avec ça sous le bras, ça reste là. Ça veut dire que plus ils investissent ici, plus en Israël, il y a des actifs qui appartiennent aux Chinois. Si nos ennemis iraniens prenaient la mauvaise idée de venir essayer de nous bombarder, etc., ils bombarderaient des actifs chinois. Alors ça commence à travailler dans la tête chinoise et qui se dit, ce qui serait bien, c'est que les deux pays qu'on aime bien au Moyen-Orient, l'Iran et Israël, on sait qu'ils sont ennemis, peut-être qu'on peut tenter de leur faire entendre raison, surtout aux Iraniens, parce que nous, on n'a aucune raison de... Bon. Alors, ça, je dirais, c'est des perspectives. Mais ça veut dire ceci. Quand on regarde, et puis j'ai presque fini, parce qu'il faut une limite, non? Ça vous va, ça, comme horaire? Quand on réfléchit à la situation d'Israël jusqu'à il y a 5-6 ans, sur le plan géopolitique, on revient au géopolitique, imaginez un grand triangle avec une pointe. Alors, la base du triangle, c'est les États-Unis, ensuite, c'est l'Europe, et puis la base du triangle, c'est Israël. Ça s'appelle l'Occident. L'Occident, c'est les États-Unis, l'Europe et Israël. Et vous avez la pointe de l'Occident qui est enfoncée en territoire proche-oriental, en plein cœur musulman. C'est d'ailleurs ça qu'ils nous reprochent. Ils nous disent, qu'est-ce que c'est que cette pointe de l'Occident chez nous? On n'en veut pas. C'est ça le rejet arabe. C'est ça le rejet arabe. C'est un rejet de l'Occident. Nous, on est la pointe avancée de l'Occident et ils nous rejettent. Mais maintenant, l'image qu'il faut avoir, c'est plus du tout celle-là. Parce que l'Occident, d'abord, il est en train de se défaire. Réfléchissez à ça, il est en train de se défaire. Est-ce que vous voyez entre les Européens et les Américains beaucoup d'unité de pensée? Alors, de temps en temps, oui, là, on vient de bombarder ensemble. Non, mais ça, c'est bien. C'est bien, ça veut dire que l'OTAN, que l'Alliance occidentale, elle n'est pas morte. Heureusement pour Israël, c'est bon. Non, c'est bien. Objectivement, la France et les Angleterres nous ont rendu service. Donc c'est bien. Donc, nous ne crachons pas sur tout ce qui peut être bon. Mais on voit bien que l'Occident, sur tous les sujets qui passent, même sur l'avenir de la Syrie, ne sont pas d'accord. Alors, on fait semblant d'être d'accord, on se tape sur l'épaule, Trump et Macron, ils s'embrassent, mais on voit bien qu'on n'a pas la même philosophie politique du tout, et pas du tout la même politique. Quant à Israël, elle a quand même eu 2 leçons. La première leçon, elle s'appelle De Gaulle, c'est-à-dire que le meilleur ami peut vous laisser en rade au pire moment, 67. Et la décision qu'a prise Israël à ce jour-là, c'est rendons-nous indépendants sur le plan de la fabrication des outils militaires. Et quand on a dit ça la première fois dans un conseil des ministres israéliens, celui qui a proposé ça, il a été traité de fou. Parce que vous ne pouvez pas créer une industrie militaire dans un tout petit pays de, à l'époque, 4 millions d'habitants. Ça n'a pas de sens. On l'a fait. On l'a fait. Évidemment, on exporte. Israël est le 2e fournisseur d'armes de l'Inde, après la Russie. Donc on exporte.
Quelle est la leçon Obama? C'est qu'un jour, on aura un président américain qui va nous lâcher, parce qu'Obama, il nous lâchait. Là, on a Trump. C'est bien, mais on se dit, pourvu qu'il lui arrive rien, parce que s'il lui arrive quelque chose, on est à un dommage collatéral certain. Et donc, la politique aujourd'hui internationale d'Israël, elle doit se rendre également, d'une certaine manière, indépendante des États-Unis. Et elle l'est. Et elle l'est. Il y a des opérations menées aujourd'hui par Israël sans que les États-Unis soient au courant ou sans qu'on leur ait demandé leur avis, parce que c'est l'intérêt d'Israël et peut-être pas celui des États-Unis. Et en particulier, quand Israël se rapproche de la Chine, alors là, ça pose un problème. Parce qu'on se rapproche de la Chine, on devient un ami de la Chine, pas encore un allié, mais un ami. Mais notre seul allié, c'est l'Amérique, pour l'instant. Or, l'Amérique et la Chine, ils se regardent de façon extrêmement ambiguë. D'un côté, ils font beaucoup de choses ensemble, et d'un autre côté, ils se méfient. Aujourd'hui, la Chine se construit une marine militaire de premier plan pour chasser les Américains de ses côtes. Aujourd'hui, c'est la marine américaine qui fait la police autour de la Chine. Et ça, pour les Chinois, c'est inadmissible. Donc on voit bien que sur Taïwan, les Chinois veulent récupérer Taïwan, et les Américains disent Taïwan, touche pas. Il y a un potentiel de guerre sur ce sujet-là, peut-être. Donc on voit bien que Chine et États-Unis, c'est un problème très lourd, et tout à coup, nous, meilleurs amis, meilleurs alliés des États-Unis, on se rapproche de la Chine. Que disent les Américains? Ils ont dit une seule chose. Faites ce que vous voulez, sauf vendre des armes. Donc ça s'appelle une ligne rouge. On commence à en entendre parler des lignes rouges. Ça, c'est une ligne rouge. Alors Israël est obligé d'obtempérer. Ça veut dire que tous les bureaux de Rafael, Elbit, AEI, qui sont à Pékin, ils ne vendent que du matériel non militaire. Mais ils n'en ont pas beaucoup quand même. En plus, il y a beaucoup de matériel technologique qui sont à la fois militaires et civils. Alors les Américains disent, vous les vendez sur le plan civil, mais ils peuvent servir aux militaires. Non, c'est non. Donc on voit bien qu'il y a des restrictions. Mais pour le reste, c'est ça. Mais que pensent les Américains du rapprochement d'Israël avec la Chine? Personne ne le sait. Et probablement, c'est très divisé au sein même des États-Unis. Il y a certains qui pensent qu'il faudrait faire plus, qu'il faut laisser Israël se rapprocher de la Chine parce que c'est un bon messager, ça peut éviter des malentendus, etc. D'autres qui pensent qu'Israël devrait cesser toute relation avec la Chine et être complètement les Américains. Je visitais il n'y a pas longtemps l'Institut Weizmann. Et je parle au président, qui est un francophone, hein, Zeichmann, Daniel Zeichmann. Vous connaissez? Bon, je lui dis la Chine. Alors il me dit la Chine, c'est un problème. Tous les jours, j'ai une délégation chinoise de scientifiques, de grands laboratoires de recherche de Pékin, de Shanghai, de Canton, etc., qui viennent en disant on voudrait coopérer avec l'Institut Weizmann. Alors il me dit coopérer avec les Chinois, nous on ne sait pas. D'abord, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils ne viennent pas avec des projets précis. Ils ne disent pas on veut faire ça avec tel argent. Ils disent on voudrait coopérer. Pendant ce temps-là, nous, Weizmann, ça fait 40 ans qu'on travaille avec Stanford, Berkeley, les centres de recherche de MIT. Ce sont nos frères en face. Ce sont souvent d'ailleurs des Juifs ou des Israéliens qui ont immigré. Donc on est en osmose totale avec les centres de recherche américains. Comment en même temps, comme dirait l'autre, peut-on engager des coopérations scientifiques lourdes avec les Chinois? Alors ils disent, pour l'instant, on dit non. Mais à ce moment-là, les Chinois vont dire, on va aller ailleurs. On va aller en France, on va aller en Allemagne, parce qu'il y a de la science, il y a de la technologie dans ces pays-là. Donc on voit bien qu'on est ici dans un no man's land, on ne sait pas où on va. C'est un sujet sur lequel je travaille avec des Chinois et avec des Américains, Shalom le sait. On essaie d'explorer un peu tout ça, mais on voit bien que Israël aujourd'hui a un potentiel, ce sera un peu ma conclusion, un potentiel d'avoir une sorte de politique indépendante, c'est d'être à la fois un pays d'Occident, lié à l'Europe, lié aux États-Unis, mais en même temps ami de toute l'Asie, c'est-à-dire le Japon, la Corée, la Chine, l'Inde, ça pèse très lourd et de plus en plus lourd. Et on va être une sorte de trait d'union entre les deux. Et quand on regarde une carte du monde, on s'aperçoit qu'Israël est en Asie. C'est vous qui l'avez dit le premier. Donc et quand on réfléchit aux trois monothéismes, judaïsme, christianisme, islam, sont tous nés ici, en Asie. Donc nous sommes des sources
orientale, évidemment, mais pourquoi c'est devenu les fondements de l'Occident, le judéo-christianisme, pourquoi c'est le fondement de l'Occident? Parce que les Grecs et les Romains sont venus et ils ont dit ça c'est pour nous. Constantin, au IIIe siècle, il a pris le christianisme et tout d'un coup, le judéo-christianisme est devenu occidental. Mais cet occidental, c'est aussi accidentel. C'est par l'histoire. Mais donc, on se retrouve, au fond, entre l'Occident et l'Asie. Et l'Occident et l'Asie, c'est deux civilisations. Ce n'est pas les deux seuls. Il y a l'Amérique latine, il y a l'Afrique, il y a le monde musulman, il y a l'Océanie, il y a la Russie. Il y a beaucoup de civilisations. Mais les deux seules qui comptent aujourd'hui, parce qu'elles sont modernes, parce qu'elles sont entrées dans la modernité, c'est l'occidental, dont on fait partie, et c'est l'asiatique. Et ces deux-là, elles sont, quand vous regardez une carte du monde, au milieu, c'est Israël. C'est aussi le Liban. Il y a aussi d'autres pays, mais eux, ils n'ont rien à dire parce qu'ils n'existent plus. Le Liban n'existe plus. Les têtes libanaises, elles sont toutes aux États-Unis ou en France. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Donc on a une carte à jouer ici. En haut lieu, on en parle. Quand je venais avec des délégations chinoises, la prochaine vient au mois de mai, ça sera la 6e, à chaque fois on était reçu par Shimon Peres. C'est lui qui le demandait. Je veux voir les Chinois. On était très bien reçus. Et après avoir fait les petits discours d'usage, il disait Daniel, vous avez le temps un petit peu là? Alors je disais pour vous, bien sûr, on a du temps. Alors, il dit je vais vous dire comment je vois l'avenir du monde et la place de la Chine dans le monde. Alors les Chinois, ils disent scotchés à ces paroles. Et moi, j'étais au milieu des Chinois et ils disaient mais quel homme, quelle vision du monde. Ça serait bien si en Chine, on avait des visionnaires comme ça. Nous, on a des techniciens, des communistes bornés, en gros, c'est ce qu'ils disaient. Alors je disais, on peut peut-être vous le vendre, Shimon Peres, mais il était un peu usé, quoi, pour l'instant. Bon. Non, c'est pour vous dire à quel point les gouvernements israéliens est positif sur l'idée de développer, etc. Et les travaux qu'a fait Shalom Walt pour l'Institut du peuple juif, qui sont évidemment remis en haut lieu au Premier ministre, etc., sont considérés avec beaucoup d'intérêt parce que c'est un des avenirs d'Israël. C'est un des avenirs d'Israël. Vous voyez que donc la position d'Israël dans le monde, elle change. Nous ne sommes plus un petit bout d'Occident, on est au centre du jeu mondial. Je ne dis pas qu'on est le centre du monde, mais on est au centre du monde. Et on s'aperçoit que les petits pays, ils ont une carte à jouer. Grâce à la technologie, grâce au fait que personne n'a peur d'un petit pays. Alors la Suisse dont tu viens, c'est un pays tout petit, c'est pas plus grand qu'Israël en population, pas beaucoup, c'est pareil. Mais c'est un centre du monde. Ça a été longtemps un centre financier. C'est un centre de high-tech. C'est le centre où c'est le meilleur centre du monde pour le travail des recherches en particules, le CERN. Et Israël est dans le CERN. Donc on est à la fois dans l'un et dans l'autre, et tout à coup, et je pense que ça fait du bien de l'apprendre, on n'est plus une espèce de petit appendice marginal qu'on peut traiter n'importe comment. On a un rôle à jouer indépendant, grâce, si on peut le jouer intelligemment, à l'Asie. Alors tout ça, c'est des perspectives. Ça peut changer, ça peut mal se passer. Il y a beaucoup de critiques en Israël même sur l'arrivée des Chinois. Ils nous volent nos technologies. Non, ils nous les achètent. Hein. Ils ne nous veulent pas, ils les achètent. Quelquefois, ils les copient. Alors c'est pire puisqu'ils les ont copiés sans nous payer. Mais là, ils sont d'accord pour payer 20 millions, 50 millions. Ils sont d'accord. Ils payent. Donc c'est bien. Donc il y a quand même beaucoup de gens ici en Israël qui se méfient des Chinois, qui disent qu'il faut faire attention, il ne faudrait pas en faire trop. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rater cette occasion chinoise ou indienne. Il faut rester replié, ne travailler qu'avec les Américains, dont on voit que au plan intérieur, ils changent beaucoup, les Américains. Trump, il n'a pas été élu par hasard. Il a été élu par un peuple américain qui est énervé, qui a des revendications, qui n'est pas heureux. S'ils ont voté pour un Trump, c'est qu'ils ne sont pas heureux. Si on avait voté pour Le Pen, ça aurait démontré la colère du peuple français. On l'a échappé belle. Donc voilà un petit peu les enjeux. Et tout ça, c'est parti de l'économie. Tout ça, c'est parti de ce livre, Startup Nation, qui a révélé au monde que nous étions aussi une puissance économique. Et c'est par l'économie, donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué, l'économie, c'est la vie. L'économie, c'est la vie. Israël est en train d'avoir un avenir différent, plus ouvert, plus large, plus diversifié, très difficile à jouer.
Donc diplomatiquement, on marche quelquefois sur une corde raide. Je me souviens de la visite de Modi au mois de juin en Israël dernier. Quand ils se promenaient sur la plage tous les deux, les pieds dans l'eau, on aurait dit un couple de fiancés, signature de contrats, dont des contrats militaires. La semaine suivante, je reçois un mail avec une vidéo chinoise, télévision chinoise, d'un de mes amis chinois qui me le traduit. Donc la speakerine chinoise dit « Nous, on croyait que les Israéliens, c'était nos amis. Ils viennent de vendre des armes aux Indiens qui vont un jour nous les envoyer sur nous. » Parce qu'au même moment où Modi était là, il y avait sur la frontière du côté du Bhoutan ou de l'Himalaya, enfin je ne sais pas si c'est dans le truc, il y avait une tension à la frontière, il y avait des troupes indiennes et des troupes chinoises massées, il y avait des tanks, et nous on leur avait vendu des lance-roquettes anti-chars. Super excellent. Donc les Chinois disaient, c'est avec les armes que nos amis israéliens ont vendues aux Indiens qui vont nous percer nos chars. Alors on leur a dit, attendez, bon, on ne les a pas encore livrés. Deuxièmement, vous avez, vous les Chinois, un seul allié dans le monde. Qui c'est ? C'est la Russie. Et c'est le premier fournisseur d'armes de l'Inde. Alors, quand vous aurez réglé votre querelle avec les Russes, nous, on verra. Donc, la querelle était purement médiatique. Mais vous voyez à quel point ce jeu est complexe. Vous voyez à quel point, tout d'un coup, Israël prend une importance mondiale, puisqu'à cause de nous, les deux plus grands pays du monde se disputent. Donc c'est quand même pas mal. Donc tout ça, je pense, est assez positif. C'est très compliqué à jouer. La diplomatie israélienne, souvent décriée, moi qui la suis de près par hasard, parce que je connais beaucoup de gens et puis parce que c'est eux qui s'occupent des voyages des Chinois, des Indiens quand ils viennent, c'est une diplomatie remarquable. Intelligente, qui réfléchit, qui fait attention, qui est très présente partout, très présente en Chine. En Inde, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas vu les ambassades et les consulats israéliens, mais je les vois en Chine. C'est extraordinaire, beaucoup de monde, très bien équipé, des ambassades en plein cœur de Pékin, en plein cœur de Shanghai, enfin le consulat, avec des gens de très haut niveau. Le dernier ambassadeur qui vient de revenir, Matan Vilnai, c'est un des plus grands généraux, qui était l'ambassadeur là-bas. Donc si vous voulez, on met des ressources extraordinaire au niveau du gouvernement en Chine. Donc tout ça pour dire, et j'ai terminé, je prendrai des questions, l'avenir d'Israël est en train d'évoluer grâce à l'économie. Grâce à l'économie, c'est ça que je voulais vous retenir, parce que l'économie, ce n'est pas accessoire, ce n'est pas un sujet parmi d'autres, il y a la culture, il y a le politique. Non, l'économie, c'est au centre de tout. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, de puissance militaire si vous n'avez pas une bonne économie. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles Israël est passé du socialisme au capitalisme, c'était aussi pour avoir des ressources pour pouvoir financer le développement de l'industrie militaire. Merci de votre attention. Question. Bertin. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut comparer Israël avec la Corée et regarder ses relations avec les autres pays du monde au niveau politique et économique? Il est usage de dire que c'est une bonne question. Hein. Mais c'est vrai, c'est vraiment une bonne question. J'enseigne la Corée à l'université de Haïfa et souvent je dis, on peut comparer les deux. En tout cas, les Coréens, eux, ils disent Israël, ça nous ressemble. Entourés d'ennemis, personne ne nous aime parce qu'ils se sentent mal aimés, les Coréens. Les Japonais les ont envahis, les Chinois les ont vassalisés, les Américains les occupent, au fond, en ayant des troupes, etc., les protègent. On n'en sait trop rien, on espère que oui, etc. Les Chinois avec la Corée du Nord. Bon, bref, ils se sentent un peu isolés. Et donc, ils viennent en Israël. Ils sont les plus actifs en Israël. Par habitant, quoi. Parce qu'ils ne sont pas les plus gros. Le Japon, c'est 50 millions d'habitants, la Corée. Le Japon, c'est 125 millions. La Chine et l'Inde, vous voyez, ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur. Mais c'est les plus actifs et c'est les plus sympathiques. Alors, eux, ils viennent avec la traduction de la Torah et du Talmud en coréen. Et ils visitent Israël avec ça. Je vois des bus de Coréens, et le gars, il dit c'est là, etc. Deuxièmement, ils se sont dit,
Nous, on est un petit pays, 50 millions d'habitants. C'est petit parce qu'ils sont entourés de la Chine, du Japon et de la Russie, donc ils sont petits. Et donc, il faut qu'on soit aussi créatifs que les Israéliens, mais on ne l'est pas. Alors, pourquoi ils ne sont pas créatifs, les Coréens? C'est comme les Japonais, les Chinois. Ils ont une culture confucéenne qui est exactement l'opposé de la culture talmudique, où on nous apprend l'esprit critique, challenger son professeur, même jeune. Hein, on dit maître ou rabbi, je ne suis pas d'accord avec vous, je vois que c'est des choses comme ça. Et on encourage ça chez nous. Vous l'avez encore. Là-bas, dans tous les pays confucéens, c'est-à-dire toute l'Asie, la première fois que j'ai enseigné en Chine, il y a 15 ans, 16 ans, je finis mon cours, ou au milieu du cours, je leur dis, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Ah bon? Alors, je vais voir à la fin du premier cours tous les gars, je vais leur parler, je dis, mais pourquoi pas de questions? Ils disent, si on pose des questions, ça veut dire que vous n'avez pas été clair, c'est une sorte de critique implicite du professeur. Nous, les professeurs, pour nous, c'est des dieux, donc on ne critique pas. Donc, manque d'esprit critique. Alors, ils se disent, alors, ils essaient de trouver, eux, ils achètent un petit peu, ils ont mis des centres de recherche ici. Samsung a mis un centre de recherche ici, parce que ça, c'est une chose dont je n'ai pas parlé, mais tout le monde met des centres de recherche ici. On parlait d'Intel. Le deuxième centre de recherche d'Intel, c'était Haïfa, maintenant c'est Kiryat Gat. Et d'ailleurs, c'est en Israël qu'on met au point les plus sophistiqués. Je crois que je l'écris dans mon livre. C'est Israël qui a sauvé le monopole ou la primauté d'Intel. Sans les cerveaux, les Yiddishekop, je ne sais pas comment ils auraient fait. Bon. Donc les Coréens disent qu'il faut aller aux sources de la créativité israélienne. Alors il dit, on ne sait pas, mais on se dit peut-être que l'étude du Talmud, ça c'est bien pour vous, hein, l'étude du Talmud, l'étude de la Torah, ça développe l'esprit critique, ça doit être bon. Si les Juifs, ils ont réussi à refaire un pays 2000 ans après l'avoir quitté, c'est que quand même la religion a dû quand même servir de lien, etc. Alors on ne sait pas comment ça marche, mais on va mettre des études talmudiques dans certaines universités coréennes, on verra bien. Bon, alors pour l'instant, on ne voit rien, mais puis parce que ce n'est pas obligatoire, et puis ce n'est pas partout, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une fascination de la Corée, comme les autres, mais plus de la Corée. En plus, les Coréens, c'est des têtes de l'art. C'est des gens à la nuque raide. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Voilà. Alors, ils nous ressemblent un peu. C'est des combattants. Alors, Tsahal, pour eux, c'est leur modèle. Eux, c'est des combattants terribles parce qu'ils ont en face pas des agneaux. Hein, donc, bon. Alors, voilà. Alors, de cette manière-là, oui, ils nous ressemblent. Ils n'ont pas les mêmes moyens que les Chinois et les Indiens pour investir chez nous. Et ils nous ressemblent aussi parce que, comme c'est des têtes de l'art, ils disent toujours « J'ai vu une technologie israélienne, plutôt que de l'acheter, je vais essayer de la trouver moi-même. » Il n'y a pas de raison que moi, Coréen, je ne sois pas aussi intelligent qu'un Israélien. Alors, ils ont une réticence à acheter des technologies. Les Japonais, pareil, ils veulent les développer eux-mêmes. Tous les pays font pareil, hein. Mais les Coréens, un petit peu plus. Donc, les centres de recherche coréens, qui sont extraordinaires, le CNRS coréen, KAIST, Korean, je sais plus quoi, Science and Technology, c'est extraordinaire. C'est une ville dans la ville, c'est 10 fois l'Institut Weizmann. Donc, ils mettent beaucoup d'argent dans la science et de la technologie. Ils veulent être un leader par la science et la technologie parce qu'au fond, ils sont petits. C'est un peu, on en discutait avec Shalom, quand on est petit, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas faire des usines textiles ou de voitures automobiles. Il n'y a pas de voitures automobiles, il n'y a pas de production en Israël parce qu'il n'y a pas de marché. Donc vous êtes condamné à avoir de la spécificité technologique. Et alors les Coréens sont un peu dans ce ils sont intermédiaires, parce que 50 millions, eux, ils ont des usines de voitures. Ils sont les deuxièmes du monde aujourd'hui en voiture. Ils sont extraordinaires. Mais ils ont cette fascination pour Israël. Et donc, de leur point de vue, ils nous ressemblent. Et du point de vue israélien, on les aime bien. Il y a une chambre de commerce Israël-Corée qui est très active. Et donc, oui, il y a des choses intéressantes. Pour parler du monopole en Israël, vous parliez des sociétés qui existent encore, c'est-à-dire Ozen et autres. C'est quand même des monopoles. Pourquoi? Que pensez-vous? D'accord. Alors ça, c'est un chapitre entier de mon livre. Les grandes familles capitalistes existent en Israël. Vous savez qu'en France, avant la guerre, ou avant même la Première Guerre mondiale, ou entre les guerres, on parlait des 200 familles. Et ce qu'on disait à l'époque, c'est
un certain nombre de familles dans la sidérurgie, les devins d'Aile, etc., tiennent l'économie française, forment non pas un monopole, mais un oligopole. Ils sont 5 ou 6 à se parler et font monter les prix et abusent du consommateur. C'est ça votre question? Oui? Le sens de votre question, c'est ça. Bon. Alors moi, je suis, maintenant que je suis un peu israélien, depuis 4-5 ans, je viens presque la moitié du temps ici, je ne lis pas les journaux israéliens encore, mais on m'explique, on me dit ce qu'il y a dedans. Alors je sais qu'il y a une vraie campagne dans les journaux, pas de droite, mais de gauche, qui dit les capitalistes israéliens saignent le consommateur israélien à la gorge, ce sont des salopards, c'est Moscou, quoi. Voilà. OK. Quelle est la réalité? La réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on prend le total des grandes familles israéliennes, et il y en a, les Dankner, le nom ne me vient pas, mais enfin vous les connaissez, qui ont des possessions un peu partout, ça fait du lourd. Ça fait du lourd, c'est vrai. Et c'est vrai que dans certains domaines, par exemple les yaourts, vous avez 2 ou 3 sociétés. Est-ce qu'elles font vraiment la guerre? Est-ce que ça explique le prix du yaourt ou du cottage cheese? Vous voyez que je suis l'actualité. Bon, moi, je regarde un peu parce que je connais ça, moi. En France, c'était suivez le bœuf. En France, le prix du bœuf, c'est cher parce qu'il y a des salopards qui s'engraissent là-dessus. On a fait une étude et c'est pas vrai. Simplement, l'économie n'est pas connue de tout le monde. Alors, quand vous êtes dans un pays où les vaches, contrairement aux vaches normandes, elles ne vont pas dans les prés gratuits pour brouter de l'herbe fraîche, mais il faut leur donner du soja qu'on importe des États-Unis, qu'il faut il faut les traire dans des fermes, etc., qu'il faut l'abattre du point de vue selon la cachot, etc., ou le lait, qu'il faut faire ceci. Vous avez, au bout du compte, des coûts légitimement plus élevés en Israël qu'ailleurs. C'est un pays cher, Israël. Mais regardez Israël et comparez-le à la France. Israël, c'était que du désert, à part la Galilée, où d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de juifs, il y a plus d'arabes que... Les juifs, ils sont au centre et au sud. Le Negev commence à être drôlement bien habité, mais c'est des dunes sur lesquelles on a construit. Et il faut arroser les dunes, etc. Ce n'est pas étonnant que les produits agricoles coûtent cher. C'est déjà extraordinaire qu'on arrive à se nourrir nous-mêmes et à exporter de la nourriture. Miracle. Mais il ne faut pas nous demander en plus d'être compétitifs par rapport à l'Australie, aux États-Unis, qui ont des milliards d'hectares où ils peuvent. Nous, on est un tout petit pays cher. Alors, pour revenir aux grandes familles, il y a peut-être ça ou là, on va trouver des abus et des scandales parce qu'il y en a partout. Mais expliquer le coût de la vie élevé en Israël par le fait que quelque part, il y a quelques capitalistes assoiffés de sang, comme disait Moscou dans les années 30, qui manipule tout ça, c'est exagéré et c'est pas vrai. Pas vrai. Alors on peut le dire, on peut l'écrire dans Haaretz. Qui lit Haaretz? Vous l'avez lu quand même. Voilà. Alors on peut le lire dans les journaux de gauche, de même qu'on lit dans Le Monde qu'à Gaza, les nazis israéliens massacrent des pauvres Palestiniens pacifiques. Alors, on peut le croire. Et il y a beaucoup de gens qui le croient. Alors, donc je vous réponds, oui, il y a des grandes familles. Elles doivent représenter 15% de l'économie israélienne, donc 85% c'est ailleurs. Donc ça ne peut pas expliquer quoi que ce soit. Ça existe, et heureusement que ça existe, parce que ce sont ces grands groupes, c'est les Bernard Arnault, c'est les Sony et c'est les Samsung. Le vice-président de Samsung est en prison, il vient d'en sortir. Donc quand vous êtes à la tête des grands groupes, ben oui, il y a des scandales, il y a de la corruption. Il lui donnait de l'argent à la présidente de la République. Alors elle est en prison, elle n'est pas encore sortie. Présidente de la République. Nous aussi, on en a un d'ailleurs. Bon, ça existe. Ça existe en Corée. Vous voyez, ça nous rapproche. Encore d'ailleurs. Mais ça existe aux États-Unis, ça existe en France. Il paraît que Sarkozy a été payé par Kadhafi. Mais bon, alors, tout ça pour dire que bon, ça existe, ça alimente les journaux. Nous qui sommes un tout petit peu honnêtes, intellectuellement armés, lisons ça avec circonscription et réfléchissons et vérifions. La page économique du Haaretz, le marqueur, est intéressante. Mais est-ce qu'elle dit la vérité? C'est ça le problème. Bien sûr qu'elle est intéressante. Quand vous dites, par exemple, que ces salopards de Dankner volent le consommateur israélien, tout le monde se régale. On a trouvé le bouc émissaire. Oui, c'est nous qui l'avons inventé, le bouc émissaire. On l'a trouvé, le bouc émissaire. Alors on se régale. C'est sa faute.
Et au bout du compte, les problèmes, c'est que les salaires en Israël sont faibles, que la vie quotidienne elle est aussi chère qu'en France, donc c'est dur de joindre les deux bouts en Israël, plus qu'en France. Ça ralentit l'ALIA française. Les retraités, ça va, mais ceux qui ont 40 ans, qui ont un bon boulot, des médecins bien payés, à qui on propose un poste formidable en Israël, payé la moitié, c'est dur d'accepter. Si on a déjà 2, 3, 4 enfants, une belle maison, tout ça est compliqué. Donc voilà, quand on a trouvé le bouc émissaire, on se régale, et donc arrête, ça a une page intéressante, mais pas forcément la vérité, quoi. Peut-être quelquefois. C'est moi, c'est compliqué. David, justement, vous venez de mettre le doigt sur un point que je voulais aborder. Je ne veux pas parler comme un explorateur, mais ça me saoule d'entendre parler de Startup Nation, parce que ici vous êtes à Jérusalem, c'est la 3e ville la plus pauvre du pays. C'est la 3e ville la plus pauvre du pays. Il y a la Startup Nation, je suis en contact avec beaucoup de startups, il y en a combien qui réussissent? Il y en a combien qui va avoir l'exploit de Mobile Eyes, etc. Il y en a peut-être 2%, il y en a 80 autres qui vont se ramasser, et il y a 80 ou 70% du pays qui galèrent et qui n'y arrivent pas. Donc d'un côté, heureusement qu'on a cette réussite, c'est très bien pour les journaux étrangers, ça me fait très très plaisir. Moi, dans ma vie quotidienne, ça va peut-être m'aider demain. Ça, c'est aussi une question que je vous pose, mais pour l'instant, ça ne nous aide pas. Voilà. Alors, vous avez raison et vous n'avez pas raison. Là où vous avez raison, c'était le début de mon exposé, où je disais, la première chose que j'ai écrite dans mon livre, c'est tout n'est pas high-tech. Donc les réussites high-tech ne doivent pas cacher les inégalités, les difficultés, la pauvreté, les poches de pauvreté. Tout ça, vous avez entièrement raison. Là où vous n'avez pas raison, c'est sur Jérusalem, parce que Jérusalem est en train de devenir une grande ville high-tech. Un des plus grands fonds d'investissement dans la technologie s'appelle JVP, Jerusalem Venture Partners. Ils ont des bureaux extraordinaires. Donc Jérusalem change aussi. C'était une ville religieuse. C'est une ville qui devient aussi laïque, avec des industries, avec des zones industrielles tout autour, avec beaucoup de gens, avec des bars, des restaurants, des discothèques, paraît-il, et des zones high-tech. Donc c'est en train de changer. C'est en train de changer. Et c'est bien. Deuxièmement, la high-tech, et là vous avez raison, c'est du risque. Donc on ne parle que des réussites, on ne parle pas des échecs. C'est ça le capitalisme. Le capitalisme justifie les riches, parce que vous voyez, la gauche, elle ne dit pas les entrepreneurs, elle parle des riches. Macron, c'est le président des riches. Et lui, il a répondu hier, pas du tout. Je suis le président des entrepreneurs. Je veux que chacun entreprenne, fasse quelque chose. Alors, si vous êtes entrepreneur, vous avez pris des risques. Vous savez, un entrepreneur, s'il échoue, il est obligé quelquefois de vendre sa maison. Ça arrive tous les jours. Tous les jours. Je ne suis pas en Israël, mais en France. Je peux vous garantir. Et je les connais, les petits entrepreneurs. Bon, donc la récompense de la prise de risque, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ils payent beaucoup d'impôts. Et ils recyclent ces profits en créant de nouvelles entreprises high-tech. Et puis les impôts qu'on lui fait payer, ben, ça sert à payer les plus pauvres, à leur donner des subventions, etc. C'est la mutualisation des risques et c'est la solidarité nationale. Donc, oui, vous avez raison. Il y a des problèmes économiques dans tous les pays. Hein. Aux États-Unis, il y a des poches de pauvreté énormes. Et c'est la première nation high-tech. Et je ne vous parle pas de la Chine. La Chine, deuxième puissance mondiale, ceci. Mais moi, je vais en Chine, il y a des zones de pauvreté, il y a des centaines de millions de Chinois encore très pauvres. Ils meurent plus de faim. Mais ils sont très beaux. Donc vous avez raison. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Mais dans ce jugement tout à fait vrai, je ne crois pas qu'Israël soit particulier. Et en ce qui concerne Jérusalem, c'est en train de devenir un pôle high-tech, et j'en parle aussi dans le livre. Donc c'est une bonne nouvelle aussi. Mais il n'y a plus de questions. Ce sont comme vos étudiants chinois, ils n'osent pas vous poser de questions. Parce qu'ils veulent vous respecter, ils ont raison. Je ne sais pas, est-ce que Edwy Plenel est dans la salle? Parce que je suis pas avec vous préparer une réponse. Bien, je crois que je me fais le porte-parole de tous nos amis qui vous ont écouté et qui ne bronchaient pas
et qui vous regardaient exactement les étudiants qui écoutent leurs professeurs. Ça, j'ai pu le constater. Je dois dire que vous avez une approche positive et réaliste. Et ça, c'est très important. Et je crois qu'on va le découvrir encore plus dans votre livre. Donc vraiment, je voulais vous remercier parce que vous avez fait le tour de la question. Et encore une fois, vous faites l'introduction de notre colloque. Parce que finalement, vous avez fait le tour de ce qu'est l'économie d'Israël, mais de ce qu'est Israël depuis 70 ans. Donc nous voulons dépasser ce stade, et c'est pour ça que c'est très intéressant que vous soyez venus juste maintenant. Alors vous avez, juste pour vous dire, les personnes que vous avez mentionnées, eh bien, nous, réellement, ils nous ont fait le plaisir d'accepter, mais directement, quand on l'a proposé de se projeter 70 ans après, ce qui n'est pas évident. Donc, juste, je vais vous dire, pour la matinée, par exemple, et ça rejoint tout à fait ce que vous avez dit, donc Israël, les prochains 70 ans, Israël, réalité et perspective. Ça veut dire que nous avons en premier la matinée, nous avons Sergio Della Pergola. Tu connais? Bien sûr. Grand démographe. Bien sûr. Formidable. Nous avons Guy Latcher, qui est juriste et qui est négociateur et qui est politicien. Nous avons Zvital, qui est diplomate et avec la relation Israël-Vatican. Et là où vous allez être très content, parce que ça rejoint tout à fait votre livre, c'est que nous avons Dan Katarivas, bien entendu, que nous avons Abraham Lévy de l'Institut Weizmann, donc il va nous dire, il va se projeter dans 70 ans que va devenir justement l'agriculture. Et nous avons, et là je vais aller très très vite, nous nous projetons sur l'éducation, nous nous projetons sur la culture, et nous avons une table ronde l'après-midi qui réunit aussi des intervenants qui sont très pointus. Et vraiment, je vous invite, si vous êtes en Israël, à venir. Ça serait... J'écouterai. Non, vous pouvez intervenir. Vous pouvez écouter et intervenir, et on vous donnera la parole avec grand plaisir. Ainsi que M. Val. Bien entendu. Toi, tu es un local. Bien entendu. 18 juin, je ne sais pas où je serai. Bon, alors, un grand merci. Et je ne sais pas combien de livres vous avez amenés, mais s'il vous plaît, j'en réserve déjà un, parce que c'est très intéressant. Merci beaucoup. Nous avons mis du temps avant de vous avoir entre le problème que vous êtes en France et que vous êtes au Japon ou ailleurs. Donc, nous avons réussi à vous avoir. Merci beaucoup. Et nous vous invitons à monter au premier étage où un buffet vous attend. Merci beaucoup.